Très heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ce soir, le parquet de Diourbel ouvre une enquête après l'effondrement meurtrier d'un immeuble. 11 morts et plusieurs blessés dans ce drame survenu à Touba Mosquée. Le procureur promet que toutes les responsabilités seront situées. Ce nouveau drame relance le débat sur les normes et contrôles dans le bâtiment. Le dialogue national s'ouvre dans quelques heures, mais sans l'un des acteurs majeurs. L'APR de Macky Sall refuse de répondre à l'appel du président Diomaye Faye, un boycott qui fragilise l'espoir d'un consensus politique élargi. La société civile alerte sur l'opacité croissante des finances publiques. Plus aucun rapport sur les dépenses fiscales depuis 2021. Le ministère des Finances sommet de respecter le code de transparence des retards qui interroge sur la gouvernance budgétaire de l'État. En sport, football, Pape Thiaw dévoile sa liste pour les prochains matchs des Lions. Sadio Mané absent, Idrissa Gueye fait ses débuts en équipe A. Une sélection entre surprise et renouvellement stratégique. Le nouveau coach imprime déjà sa marque à la tête des Lions en misant, dit-il, sur le collectif. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. En bref, Touba Mosquée suite à l'effondrement d'un bâtiment en construction qui a causé la mort de 11 personnes. Le parquet près le tribunal de grande instance de Diourbel a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le procureur Amari Ndiaye a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident. Les services compétents sont déjà mobilisés pour identifier les responsabilités. Le magistrat a exprimé sa volonté de voir justice rendue tout en présentant ses condoléances aux familles endeuillées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Dans la foulée du drame de Touba, le gouvernement tente de réagir avec fermeté. Moussa Balla Fofana a annoncé une série de mesures pour freiner les effondrements d'immeubles, notamment un renforcement et une territorialisation du contrôle technique des chantiers ainsi qu'un numéro vert pour signaler les bâtiments à risque. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que l'État agit. Depuis 2021, plusieurs dispositions similaires avaient été prises sans résultat probant. Le mal semble donc plus profond et persistant. 2 morts à Ngor, 11 à Touba suite à un effondrement de bâtiments, un fléau qui gagne du terrain au Sénégal. Des drames qui se succèdent avec leur lot de victimes. D'un cas comme de l'autre, les normes de construction sont pointées du doigt. Face à la situation préoccupante, des mesures d'urgence ont été prises. La création d'un numéro vert Allo IGB pour les signalements, un canal de communication direct et accessible à tous les citoyens pour recueillir les signalements de chantiers à risque ou de situations suspectes. 2 semaines auparavant, lors du Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye avait invité le gouvernement à accentuer le contrôle des constructions afin d'établir une cartographie nationale de la situation intégrant des mesures spécifiques à appliquer à chaque cas identifié, allant des correctifs à apporter pour le respect des plans initialement autorisés à la démolition des bâtiments en ruine ou menacés d'effondrement. Le chef de l'État avait rappelé au gouvernement l'urgence d'accentuer la montée en puissance des activités du laboratoire national de référence des bâtiments et travaux publics, non sans moins exiger une stratégie préventive d'harmonisation et de contrôle des constructions et de l'architecture. Des mesures qui viennent s'ajouter sur celles existantes. Lors du Conseil des ministres du 3 février 2021, Macky Sall avait donné des directives sur la nécessité d'un contrôle plus strict de la qualité des matériaux et systèmes de construction. Au courant de cette même année, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, avait présidé la cérémonie de restitution du rapport final sur la problématique. Une année plus tard, la même problématique persiste. Macky Sall profite du Conseil des ministres du 23 novembre 2022 pour demander aux ministres concernés de veiller au respect des normes de construction. Les dégâts de ce mois de mai devraient certainement faire changer de paradigme aux autorités.
Au-delà des mesures gouvernementales, les experts pointent du doigt des carences structurelles. L'effondrement de l'immeuble de 3 étages à Touba remet en question le respect des normes de construction. Pour Amadou Kanar Diop, expert en réduction des risques et gestion des catastrophes, de nombreuses règles élémentaires sont souvent ignorées. Qualité des matériaux, suivi rigoureux du maître d'œuvre, technicité des ouvriers, mais surtout contrôle technique strict des manquements qui, selon lui, explique la récurrence de ces drames. L'effondrement d'un immeuble en construction à Darougoudouz qui a occasionné la mort de 11 personnes a créé l'émoi chez beaucoup de Sénégalais. Le ministre de l'Urbanisme qui s'est rendu sur les lieux a dénoncé le rythme précipité de la construction. Un immeuble 3 étages en seulement 6 mois. Mais selon l'expert en réduction des risques et gestion des catastrophes Amadou Kanar Diop, il faut plutôt porter le regard sur la qualité des matériaux. Le problème se trouve surtout sur la qualité des matériaux utilisés et de leur disponibilité. Le suivi régulier du maître d'œuvre, la technicité des ouvriers et surtout le contrôle technique. Il considère qu'il y a aussi des normes préalables à respecter pour assurer la sécurité sur les chantiers. Les normes de sécurité pour la construction d'un immeuble visent d'abord à protéger les travailleurs sur le chantier, les occupants et la sécurité du bâtiment lui-même. Ces normes comprennent des réglementations sur les équipements de protection individuelle, des procédures de sécurité, la conception du bâtiment et surtout la prévention des incendies. Malgré les différentes mesures de gestion des risques prises par les autorités, les drames continuent de mal en pis. Pour l'expert, il faut accentuer la mission d'inspection des bâtiments. Il y a une inspection des bâtiments, mais à mon avis, la mission de l'inspection des bâtiments, si on l'avait donnée aux gouverneurs et préfets par les conseils, par les commissions régionales et auxiliaires de protection civile, le problème pouvait être beaucoup plus souple. Amadou Kanar Diop estime qu'il est bien possible de réduire les risques d'effondrement, mais à condition qu'on prenne les devants. Alors que le dialogue national approche à grands pas, les premières tendances se dégagent. Cheikh Gueye, facilitateur du processus, se veut optimiste. À quelques heures du lancement, il affirme que près de 700 participants sont attendus à Diamniadio, mais il déplore tout de même le refus de certains partis politiques de se joindre à cette initiative qu'il qualifie de cruciale pour la stabilité du pays. Toutes les parties prenantes impliquées dans le fonctionnement et la modernisation du système politique sont attendues ce mercredi à Diamniadio pour prendre part à l'ouverture du dialogue national. D'après Cheikh Gueye, le facilitateur général du dialogue, environ 700 personnes ont donné des gages de leur participation à la cérémonie. Depuis 1 mois et demi, après l'appel du président de la République, les thèmes de référence ont été envoyés à beaucoup de catégories de notre population et toutes les forces vives de la nation sont en effervescence actuellement pour participer à ce dialogue. Donc on aura une participation très importante. Probablement entre 600 et 700 personnes. Cheikh Gueye regrette cependant le rejet du dialogue par certains partis politiques, dont l'Alliance pour la République. L'APR, particulièrement, est un parti qui vient de gouverner le Sénégal pendant 12 ans. Donc, il représente des idéaux, une vision, des idées et même un électorat important. Nous respectons le choix, tout en le regrettant évidemment, parce que j'ai mené des démarches moi-même il y a 1 mois déjà pour les rencontrer, pour en discuter avec eux. Et finalement, le choix, ils l'ont fait en toute souveraineté. Il rappelle les objectifs de ce dialogue initié par le chef de l'État dans le but de trouver des consensus sur plusieurs questions ayant jusqu'ici miné l'espace politique. Des réussites ou des consensus forts sur déjà globalement notre démocratie et notre vivre ensemble. Le fait qu'on ait une démocratie stabilisée pendant de longues années est un facteur très important pour notre économie. Globalement, ce qu'on recherche, c'est véritablement une démocratie refondée qui
renforce notre cohésion sociale. Le dialogue national va se dérouler du 28 mai au 4 juin 2025. De grandes conclusions sont ainsi attendues à l'issue des pourparlers. Malgré les assurances du facilitateur, Dr Cheikh Gueye, le dialogue national ne fait pas l'unanimité, notamment au sein de l'opposition. La paire principale, le parti de l'opposition, brillera par son absence. Son chef de file, l'ancien président Macky Sall, qui appelait pourtant à l'union autour du dialogue national il y a un an, a choisi de boycotter l'invitation de son successeur, Bassirou Diomaye Faye. Voici ce qu'avait déclaré l'ancien président de la République lors de son discours d'ouverture du dialogue national qu'il avait organisé en prélude à la présidentielle de 2024. Dans l'histoire des nations, il est des moments d'adversité politique auxquels il faut savoir mettre un terme par le dialogue et le consensus pour l'intérêt supérieur de la nation qui transcende les intérêts particuliers et partisans, sous peine d'aller vers des lendemains incertains. L'intérêt supérieur de la nation transcende les intérêts particuliers et partisans, disait Macky Sall. Pourtant, aujourd'hui, la paire ne semble pas suivre cette logique. Preuve, le parti de l'ancien président de la République décide de boycotter le dialogue national qui s'ouvre ce mercredi. Le parti de l'ancien régime est-il rattrapé par les réalités de l'opposition? Les responsables de la formation politique de l'ancien régime ont justifié leur boycott lors d'une conférence de presse organisée il y a 2 semaines. Quand le pouvoir, par le biais d'un ministre de la République, traite le chef de notre parti, qui a dirigé notre pays pendant 12 années, le chef de gare, quand le président de la République, pour la première fois au Sénégal, attaque publiquement son prédécesseur, qui lui a transmis démocratiquement et paisiblement le pouvoir. Quand parler, critiquer, s'opposer sont des délits, comment serait-il possible alors de dialoguer? Le dialogue national sur le système politique au Sénégal s'ouvre ce mercredi à Diamniadio. Des concertations boycottées par l'Alliance pour la République, principal parti de l'opposition. Ce refus rappelle au nôtre, le PASTEF, alors dans l'opposition, avait décliné la main tendue de Macky Sall. Djibril Diallo, justement, l'Alliance pour la République hausse le ton face à ce qu'elle considère comme une cabale politique. L'incarcération de l'ancien ministre Amadou Mansour Faye suscite la colère du parti de Macky Sall. Dans un communiqué, la paire dénonce une instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place et appelle ses militants à se mobiliser contre cette persécution politique. L'Alliance pour la République sort de son silence après le placement sous mandat de dépôt d'Amadou Mansour Faye. Dans un communiqué rendu public ce lundi, le parti de l'ancien président Macky Sall dénonce vigoureusement ce qu'il considère comme une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Ancien ministre et maire de Saint-Louis, Amadou Mansour Faye est présenté par l'APR comme un homme de principe et de courage dont l'arrestation marque selon le parti une nouvelle étape dans une série de mesures visant à bâillonner et humilier ses responsables. Le parti accuse ouvertement le régime en place de mener une campagne de persécution ciblée contre ses membres. Une justice scélérate aux ordres exécute froidement une commande politique en violation des normes internationales d'une justice équitable, peut-on lire dans le communiqué. Face à ce qu'il qualifie de forfaiture, l'APR justifie son refus de participer au dialogue national récemment initié par les autorités. Le parti estime que ce cadre de concertation est futile et ne répond pas aux véritables préoccupations du peuple sénégalais. Prenant à témoin le peuple dans sa diversité, l'APR dénonce un plan de déstabilisation qui viserait à réduire au silence le parti et ses cadres. Le communiqué se conclut par un appel à la mobilisation de ses militants, au Sénégal comme dans la diaspora, pour un combat déterminé et pacifique contre l'injustice. Sur le terrain médiatique, les acteurs posent leurs conditions avant de prendre part au dialogue politique. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal a répondu présent à l'appel du président de la République, mais en posant plusieurs conditions. Parmi elles, la protection effective de la liberté de la presse, la révision des textes juridiques encadrant le secteur et la mise en place d'une stratégie nationale d'information pour garantir la souveraineté médiatique.
Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal annonce sa participation au dialogue national convoqué par le président de la République. L'organisation répond positivement à l'invitation en transmettant des remarques sur les termes de référence et prévoit de dépêcher une délégation au dialogue. Le CEDEPS situe cette initiative dans un contexte de tensions croissantes entre les autorités étatiques et la presse. Ces tensions nourries par des décisions gouvernementales portant atteinte à la liberté et à la viabilité économique des médias. Selon le CEDEPS, des mesures économiques et administratives injustes ont affaibli les entreprises de presse. Ces décisions sont perçues comme des tentatives de museler la presse. Malgré les luttes menées par les organes de presse, les autorités sont restées sourdes aux interpellations du secteur. Le Conseil formule ainsi plusieurs exigences prioritaires pour que le dialogue national soit réellement bénéfique. Protéger l'intangibilité de la liberté de la presse, réviser les lois suivantes, le Code de la presse, le Code pénal et le Code de procédure pénale concernant les délits de presse, le Code électoral pour garantir l'inclusion équitable de la presse privée dans les campagnes électorales. Le CEDEPS appelle également à une stratégie nationale d'information et de communication indispensable pour bâtir une souveraineté nationale et internationale dans le domaine médiatique. Cette stratégie repose sur une modernisation technologique des médias, une fiscalité spécifique au secteur névralgique, un financement public stratégique pour faire émerger de grands groupes de presse nationaux, une formation renforcée des professionnels des médias. À travers ce communiqué, le CEDEPS marque sa volonté de participer au dialogue national tout en posant des conditions claires et fermes, repenser le rôle de la presse dans l'état de droit, renforcer les garanties juridiques et redéfinir les fondements économiques du secteur. Le Conseil se positionne ainsi comme un acteur central du débat démocratique, prêt à dialoguer, mais surtout déterminé à défendre l'avenir de la presse sénégalaise. Autre voix dissonante, celle de la société civile, dans un contexte où la rigueur budgétaire est scrutée de près. La société civile hausse le ton lors d'une table ronde consacrée à l'analyse de la situation économique du Sénégal et aux perspectives liées à l'agenda 2050. Plusieurs acteurs ont interpellé le gouvernement sur les retards persistants dans la publication des rapports relatifs aux dépenses publiques. Ils dénoncent une violation claire du code de transparence dans la gestion des finances publiques. Je pense que le dernier rapport a été publié, c'est le rapport de 2021. Donc vous voyez, 2022, 2023, 2024, 2025. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes avait relevé l'importance de publier les informations relatives aux dépenses fiscales. C'est à quoi l'administration avait répondu que les données n'étaient pas définitives, mais la Cour des comptes est revenue sur le fait que le code de transparence ne parle pas de données provisoires ou de données définitives, on parle de données qui doivent être publiées à temps. Donc je pense que ça aussi c'est important de le relever. Lorsqu'on parle de transparence, c'est des obligations qui sont encadrées dans le temps et donc il faut respecter ces obligations et dans le temps dans lequel c'est encadré par la loi. Malheureusement, c'est un recul en matière de transparence. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre dans un contexte où le maître mot, c'est la bonne gouvernance, la réforme, notamment par la transparence. En bref, le forum Invest in Sénégal s'ouvre sous le signe de l'urgence énergétique. Président le lancement de cet événement prévu les 7 et 8 octobre, le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé la cherté de l'énergie au Sénégal. Il a comparé les tarifs nationaux à ceux de pays comme l'Allemagne, le Japon ou encore la Côte d'Ivoire, pointant du doigt un modèle non viable. Il a promis de revoir la stratégie énergétique de l'ancien régime en privilégiant une consommation domestique du gaz pour baisser les coûts et dynamiser l'industrie nationale. Tandis que BP célèbre l'arrivée du gaz à Saint-Louis, la colère gronde sur la langue de barbarie. Les pêcheurs locaux dénoncent une tentative de division orchestrée par la compagnie et annoncent leur boycott de la rencontre prévue avec la société. Ils accusent aussi la marine mauritanienne d'extraction amère, d'exaction amère face à ce qu'ils considèrent comme une injustice. Ils appellent les autorités sénégalaises à intervenir. Écoutons leur porte-parole. On s'est réveillé et on a reçu des cartes d'invitation. Des cartes d'invitation de qui? Des opérateurs qui sont derrière nous au niveau de ces plateformes, dont BP et Cosmos, pour nous dire de venir festoyer avec eux leur première cargaison qu'ils ont vendue. C'est ça. Mais on s'est dit que mais BP, quel manque de considération de BP osant venir nous inviter à festoyer avec lui. Alors que BP nous a tués. BP a pris notre dignité. BP
à créer notre précarité. BP est en train de tuer la pêche artisanale ici à Saint-Louis. Maintenant, comment BP ose-t-il nous appeler à festoyer pour sa cargaison de gaz dans un pays où les droits de l'homme sont bafoués du matin au jour et personne n'en parle, alors que ces gens-là, les responsables, osent aujourd'hui nous inviter à festoyer. Du côté du sport football, le sélectionneur national Pape Thiaw a dévoilé sa liste pour les matchs amicaux contre l'Irlande le 6 juin et l'Angleterre le 10 juin. 26 joueurs ont été convoqués, mais une absence fait déjà couler beaucoup d'encre, celle de Sadio Mané, une décision que le coach attribue à des raisons personnelles évoquées par le joueur lui-même. Nous l'avons tous constaté, Sadio Mané ne figure pas sur la liste. C'est une décision personnelle qui lui appartient. Donc voilà, moi en tant que sélectionneur, je respecte cette décision. Maintenant pour moi c'est le collectif. Donc de composer une équipe des joueurs disponibles pour venir se battre pour le maillot avec fierté. Mais pendant que Mané se met en retrait, une étoile montante fait son entrée. Idriss Gueye, jeune sociétaire du FC Metz, fera ses débuts avec les Lions. Il y a quelques années encore, il jouait sur les terrains sablonneux de Moursport, rêvant d'Europe. Aujourd'hui, il franchit une étape majeure, un choix mérité selon le coach Pape Bouna Thiaw que nous vous proposons d'écouter. Déjà en premier, c'est ses performances. Et aussi, c'est l'avenir, c'est quelqu'un qui montre de très belles choses depuis un bon moment. On sait que même dans notre championnat, il a fait ses preuves. Et arrivé avec une longue blessure qui lui a éloigné du terrain pendant des mois, avec son mental, il est revenu très très fort. Aujourd'hui, il est à la lutte pour monter en première ligue. Donc c'est quelque chose de bien, je pense que c'est sélection méritée et une belle récompense pour lui. Sur le plan international, la tension monte en République démocratique du Congo. Plusieurs sources affirment que l'ancien président Joseph Kabila se trouve à Goma. Il est accusé par la justice militaire de collusion avec le groupe armé AFC M23. Dans un autre dossier brûlant, les États-Unis et Israël soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Téhéran, de son côté, continue de nier toute ambition militaire en ce sens. Toujours pas de photo ni de prise de parole de Joseph Kabila. Cependant, l'ex-président de la République démocratique du Congo séjourne bel et bien à Goma, dans l'est de la RDC, selon plusieurs sources. Le 26 mai 2025, l'ancien chef de l'État a présidé, selon son entourage, au moins 2 réunions pour préparer l'agenda de son séjour qui sera marqué, selon ses proches, par des consultations et des rencontres avec diverses personnalités. Un séjour qui alimente les tensions avec les autorités congolaises alors que le Sénat a levé l'immunité de Joseph Kabila le 22 mai dernier. Mais de sources médiatiques, ce que le rapport révèle d'abord, le leader a commencé ses enquêtes contre Joseph Kabila bien avant l'instruction du ministre de la Justice. Il affirme disposer déjà d'un faisceau de preuves. Il accuse également Joseph Kabila d'avoir apporté un soutien financier à l'AFS M23. Le leader précise que des investigations sur ces flux financiers sont en cours. Mais là encore, les éléments restent couverts par le secret de l'instruction. Plusieurs sources politiques et judiciaires congolaises ont d'ailleurs confirmé encore que ce sera le procès bien organisé contre lui. Les pays occidentaux, États-Unis en tête et Israël, soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. L'Iran se défend d'avoir de telles ambitions militaires. L'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, qui mène des